Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Il y a une branche de l'intelligence artificielle dont on parle finalement assez peu, c'est la reconnaissance visuelle ou computer vision si vous voulez en anglais. Son essor permet l'émergence de nouvelles pratiques aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans l'espace public. On verra quelles sont ces nouvelles pratiques avec mon premier invité Emmanuel Vignon de Sicara dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est l'open banking qui va nous intéresser avec là aussi la question des avantages. Quelles sont ces nouvelles expériences pour les clients qui sont promis par ce renouveau de la banque et de la finance. On verra ce que ça change véritablement pour nous. Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le numérique c'est politique, avec Tariq Rim qui nous parlera de la théorie du consumer surplus, le consommateur surplus, ou comment pour plaire aux consommateurs nous avons créé des modèles économiques toxiques. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle donc de computer vision. On voit bien que l'essor de l'intelligence artificielle bouleverse pas mal de secteurs. Il y a une branche qui est très intéressante à explorer également, c'est la reconnaissance visuelle. J'ai tellement l'habitude de dire virtuelle, computer vision en anglais. Quelles sont ces nouvelles pratiques qu'autorise cette reconnaissance virtuelle? On va en parler avec mon premier invité. Ce n'est pas forcément un sujet très facile à aborder puisqu'il touche aussi à la reconnaissance faciale qui a été qualifiée de sujet hautement sensible, brûlant même par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Bonjour Emmanuel Vignon. Bonjour Delphine. Vous êtes le président de Sicara, donc société de conseil technologique spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle, experte en développement de ces solutions de computer vision. Alors comment est-ce que vous arrivez à proposer des développements, des nouveaux services, des nouvelles pratiques autour de cette branche de l'IA sans vous brûler les ailes avec cette question très complexe de la reconnaissance faciale dans la société qui pose des questions démocratiques, de liberté, des questions sociétales? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres cas d'usage qui utilisent la computer vision et qui ne reposent pas sur la reconnaissance des personnes et sur l'identification des personnes. Et en fait, chez Sicara, c'est véritablement là-dessus qu'on va se positionner. On ne va pas du tout chercher à répondre à des besoins sur lesquels on a un enjeu éthique, parce que c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Alors oui, enfin en même temps, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, à un moment, il faut qu'on parle d'éthique. Oui, mais en fait, tout dépend de la décision que prend le système. En fait, je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'éthique, mais il y a aussi beaucoup de cas d'usage de l'intelligence artificielle qui ne posent pas de problème d'éthique. Quand il faut reconnaître sur un plateau repas si vous avez des carottes râpées ou un poulet basquez, j'ai pas de problème d'éthique, en fait, dans la capacité que va avoir le système à reconnaître ça. Quand je suis chez un acteur qui produit des plaques de verre et qu'il faut détecter des défauts à la sortie de l'usine pour augmenter la qualité du produit fini, je ne pose pas de problème d'éthique. Et c'est surtout sur ces cas d'usage-là qu'on va réussir à trouver des choses qui sont importantes de valeur et de intérêt. Vous nous donnez un aperçu à peu près. Donnez-nous des exemples très concrets de produits qui sont conçus aujourd'hui, qui fonctionnent avec la computer vision. Alors je prends le premier exemple, à l'histoire des carottes râpées et du poulet basquez. Ouais. Vous allez à la cantine, vous prenez des carottes râpées, un poulet basquez, oui. Et ce qu'est capable de faire notre système, c'est de prendre en photo le plateau et de détecter qu'il y a bien des carottes râpées et un poulet basquez. Alors, quel est l'avantage et l'intérêt là? Alors, l'intérêt, c'est que ça fluidifie énormément le passage, le temps de passage des convives dans le restaurant. C'est-à-dire que vous n'avez pas une personne qui est immobilisée de midi à 14h pour facturer les plateaux repas. Cette personne Donc, ça permet la facturation automatique? Ça permet la facturation automatique. Et à ce moment-là, les personnes peuvent être beaucoup plus présentes pour les convives s'il manque des couverts, s'il manque du pain, s'il faut faire un réapprovisionnement au niveau des étalages. D'accord. Alors ça c'est intéressant, mais on pourrait se dire c'est assez simple. Et c'est mis en pratique aujourd'hui? Oui, bien sûr. On a une cinquantaine de restaurants qui sont déployés en production. Des restaurants d'entreprise? Surtout des restaurants d'entreprise. En France? En France. D'accord. Et le type de retour sur investissement qu'on peut en attendre, parce que j'imagine que c'est une technologie qui nécessite un investissement. On y gagne sur le temps, mais est-ce qu'on y gagne véritablement en argent à la fin? Oui, bien sûr. Nos clients nous le disent, sinon ils ne viendraient pas nous voir. En revanche, la question du retour sur investissement, c'est une question qu'il est nécessaire de se poser. Parfois, on arrive à des cas d'usage où on n'a pas de retour sur investissement. Je peux vous citer des exemples. On était avec une filiale du groupe Lafarge
il n'y a pas si longtemps que ça. Le but du jeu était de détecter que les camions étaient bien bâchés à la sortie des carrières. Bon, en vrai, soit j'ai un système qui existe déjà et que je peux brancher directement, et à ce moment-là, ça marche. Mais on a considéré que ça ne justifiait pas, enfin que le retour sur investissement n'était pas là pour construire quelque chose from scratch. C'est aussi ça notre métier, c'est-à-dire d'accompagner les clients dans le retour sur investissement et de ne pas forcément faire la solution si jamais je n'ai pas le retour sur investissement attendu. Donc vous dites que c'est très mesurable. On en est où du stade de maturité de développement de ces technos aujourd'hui ? Alors c'est ça aussi, excellente question, et merci de la poser, parce que dans la reconnaissance visuelle, qui est peut-être un sujet sur lequel on a eu beaucoup d'évolution sur les 5 dernières années, on ne peut pas considérer qu'on a un stade de maturité très élevé. D'accord ? On est encore sur des sujets qui sont très exploratoires. Donc il faut aborder les choses avec beaucoup de prudence. On a tendance à réduire les périodes d'investissement pour essayer d'avoir des résultats sur des cycles courts. Le but du jeu étant de ne pas dire à un client je pars sur 1 an et demi de projet et puis on verra bien ce que j'ai à la fin des 1 an et demi. On a plutôt tendance à avoir des cycles courts qui font quelques semaines et puis à la fin duquel on a quelque chose de concret où on peut mesurer l'attente, mesurer l'endroit où on en est sur la courbe d'apprentissage du système. Voilà. Donc oui, il y a un aspect de maturité de ces technologies-là qui est encore... Question de maturité des technologies et question de maturité aussi du côté des entreprises utilisatrices. Ça va de mieux en mieux. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'intelligence artificielle et en vrai, il y a... Vous avez travaillé d'ailleurs chez IBM. J'ai travaillé chez IBM. Vous avez développé l'activité Watson autour de l'intelligence artificielle en France. Exactement. Vous voyez justement l'évolution même au niveau du discours et de la manière dont il est reçu autour de l'intelligence artificielle. Oui, beaucoup. Quand je suis arrivé en 2015 chez IBM, les premiers clients que je voyais ne connaissaient vraiment rien à la data. Et les décideurs dans les entreprises ne connaissaient pas du tout ce qu'on pouvait faire. En fait, ils ne savaient pas ce qu'on pouvait faire avec la data, les capacités des algorithmes. Et du coup, on était dans des discussions qui étaient compliquées parce qu'on était presque jugé parti. On disait au client, si, tu peux faire ça. Mais le client disait, oui, mais en fait, tu es jugé parti parce que tu as envie de vendre, des choses comme ça. Donc, on avait un problème de maturité au niveau des interlocuteurs avec qui on parlait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je parle avec des Chief Data Officers qui ont mon âge et qui sont nés comme moi dans cet univers de l'informatique d'abord et puis après de la data et enfin de l'intelligence artificielle, avec lesquels les discours sont beaucoup plus faciles, les niveaux de maturité sont plus élevés. Les gens ont internalisé des gens chez eux, donc ils ont recruté des data scientists, donc ils se sont confrontés aussi à la difficulté, à la résistance des choses. Il faut se confronter à la résistance des choses pour le comprendre. Et aujourd'hui, on a des interactions qui sont beaucoup plus saines avec nos interlocuteurs et je pense que dans le futur, ça va aller encore beaucoup mieux. Oui, parce que ça reste quand même un sujet sensible. Il y a la question de la puissance algorithmique. Est-ce qu'on arrive à maîtriser ces algorithmes ? Quel est le niveau de transparence des intelligences artificielles aujourd'hui ? Et puis, la collecte des données qui est fortement régulée. Oui, la collecte des données. Alors, c'est un peu le paradoxe de notre métier. C'est que on a besoin de plus en plus de données pour être pertinent dans les choix que va faire l'algorithme. Et à contrario, on n'a pas forcément envie qu'on ait un dispositif qui collecte toutes les données sur la manière dont on vit. Donc là aussi, on a des sujets éthiques qui sont pas forcément évidents. Mais je vous rassure encore, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui ne touchent pas à la donnée personnelle. Je reprends mes cas d'usage sur le poulet basquez ou sur la détection de la qualité en sortie d'usine sur des plaques de verre. Je n'ai pas besoin de données personnelles. Donc là-dessus, vous pouvez avancer très vite. Est-ce qu'il y a des progrès qui vont à la même vitesse dans le domaine de la reconnaissance virtuelle ? Dans le domaine de Ou est-ce qu'on dépend encore des techs américaines là-dessus ? Les techs américaines. Alors, oui, c'est vrai que les GAFA sont les grands pourvoyeurs des nouveaux algorithmes. Oui. C'est vrai. Maintenant, on a une communauté de chercheurs en France qui n'a pas à rougir. D'accord ? Il y a des très beaux papiers scientifiques qui sont fournis dans les conférences internationales de renom. Chez Sicara, on a un doctorant qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans et qui présente un papier, enfin c'était hier pour être vraiment exact, qui présente un papier sur un domaine assez particulier de la reconnaissance visuelle. Donc on a aussi ces laboratoires à Centrale, à Télécom, à Polytechnique. Ça réclame un type d'expertise particulier, la computer vision, la reconnaissance visuelle, dans le domaine de l'IA ? Bien sûr. Et c'est enseigné ça à l'école aujourd'hui ? Oui. Alors oui.
Et c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire que si vous allez dans les écoles d'ingénieurs françaises ou même les universités américaines, la plupart des cursus de formation portent sur le modèle, sur l'algorithme en tant que tel. Oui. Or, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu un changement au niveau de cette discipline de l'intelligence artificielle, qui est un changement d'un mode modèle-centrique vers un mode data-centrique. La notion de modèle-centrique, c'est comment j'améliore mon modèle, mon algorithme, toute chose égale par ailleurs, pour qu'il augmente sa performance. Et la partie data-centrique, elle prend le problème différemment. Elle dit, finalement, mon modèle, il est déjà très bien. En revanche, mes data, elles sont pas de qualité. Donc les données entrantes, en fait, que je sers à l'algorithme, il faut que je puisse travailler davantage dessus. Donc Oui. c'est la question de la collecte. Aujourd'hui, elle est plutôt automatisée? Pas forcément. On peut avoir des processus de collecte automatisés, mais elles peuvent être manuelles. Ce qui est... Donc il faut des Chief Data Officers. Alors oui, en fait, plus pointus. La collecte, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la labellisation. C'est-à-dire que quand vous collectez des datas... Très vite, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Oui. Quand vous collectez des datas, vous ne savez pas... vous avez besoin de dire à l'algorithme quelle est la conclusion à laquelle il doit arriver. Et en fait, cette partie labellisation, c'est un travail qui prend du temps et qui est souvent fait par des êtres humains, et il ne faut pas le négliger. Et je sais que vous recherchez justement... des data engineers, justement, pour travailler sur cette partie data. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Emmanuel Vignon. Merci vous êtes beaucoup, le Delphine. président de Sicara, je le rappelle. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va parler open banking. Le sujet du jour de Smart Tech, c'est l'open banking. Est-ce que ça va vraiment nous apporter de nouvelles expériences de la banque? On en parle avec Hervé Brucker, directeur marketing, communication et expérience client et membre du comité de direction d'Orange Bank. Orange Bank, banque en ligne lancée il y a 4 ans, 1,8 million de clients, c'est ça? C'est ça. Et présent en France et en Espagne. Et à vos côtés, Victor Duboucher, directeur des partenariats bancaires chez Papernest, une solution qui automatise la gestion des contrats de la maison. Vous nous en direz davantage. Et vous avez, signé un partenariat récemment avec une banque tout à fait classique, BNP Paribas. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment le marché change avec une banque en ligne, un nouvel opérateur qui arrive sur ce domaine, mais un opérateur historique du mobile. Et un acteur originel, on va dire, online, 100% numérique, qui travaille avec une banque classique. D'abord, première question, est-ce que vous êtes capable de me définir tout à fait simplement ce qu'on appelle l'open banking? Tu veux que je m'en occupe? Vas-y, je t'en prie. Okay. Tous les deux, vous allez vous en occuper. Ouais, c'est ça, puis on a plein de cas illustrés à vous présenter. Alors, l'open banking, c'est le travail qui est fait de proposer quelque part à des fintechs de travailler en collaboration avec des banques. Et on a des cas très simples d'illustration, qui sont la disposition des données, la mise à disposition des données des banques de manière sécurisée, réglementée, codifiée avec des statuts auprès de fournisseurs qui vont utiliser la donnée pour créer des cas d'usage pour les clients de la banque, pour leurs propres clients aussi. Donc une ouverture des banques aux prestataires du numérique? Exactement. Je pense que c'est super intéressant ce qui se passe en ce moment avec l'open banking. On avait depuis quelques années donc des banques assez réticentes justement à ouvrir les données financières de leurs clients pour les raisons qu'on peut comprendre. Et depuis quelques années avec DSP2, on s'aperçoit que les banques... La directive européenne sur la Exactement. protection des transactions. Oui, c'est ça. Qui permet en fait aux banques d'ouvrir certaines données de leurs clients, notamment les données de transactions, les montants, les fournisseurs, vont permettre en fait de transmettre ces informations, de les partager avec des acteurs tiers, comme par exemple Papernest pour lequel je travaille, qui va nous permettre en fait nous d'avoir accès à ces données et de proposer de la valeur ajoutée aux clients pour compléter en fait la valeur des purs produits bancaires. Alors on va évidemment y venir à la valeur pour le client, hein, au final, c'est ça qui est intéressant, qu'il soit particulier ou entreprise d'ailleurs. Mais est-ce que ça va changer fondamentalement, profondément, le secteur de la finance selon vous? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un nouveau visage? Oui. Alors en fait, avant, quand on devait travailler dans l'innovation et développer l'expérience client, les banques, elles le faisaient soit en propre, toutes seules, soit avec des logiciels, des partenaires, des gros industriels et des cabinets.
Maintenant, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, on a plusieurs approches. On a le speed dating, on fait des hackathons, on fait de l'open innovation avec des startups, avec des fintechs. Puis après, on commence à se connaître, on se dit, on aménage ensemble, on fait du coworking, on a des espaces de travail en commun, on a des incubateurs, des accélérateurs. Et puis là, on commence à se dire, on commence à faire un achat en commun, une voiture, donc on commence à mettre un petit ticket, on investit un petit peu. Et puis, quand c'est vraiment le grand amour, on décide après les fiançailles de se marier et on peut faire de l'acquisition, voire de la fusion. Donc, par exemple, chez Orange Bank, pour aller plus vite sur la partie pro, on a décidé non pas de faire en propre, mais d'acheter une fintech qui s'appelle Anytime, qui est dédiée aux pros, aux PME, et qui accélère vraiment le développement de tout ce qui est facture, devis, etc. Et puis après, on peut faire aussi plus simple, donc faire des POC, des prototypes, tester, et puis pourquoi pas des partenariats commerciaux avec des Pepernest ou autres. Et on a fait par exemple Ça récemment... renforce les banques finalement ou ça risque de les fragiliser davantage avec plus de concurrence ? Alors, nous, enfin, en tant que Pepernest, forcément, on est convaincus qu'avoir une banque qui crée un écosystème d'acteurs autour de la banque qui vont pouvoir répondre à chaque moment de vie des clients pour des besoins bien spécifiques, ça renforce la proposition de valeur des banques, bien sûr, puisque en fait, la banque ne va pas avoir à développer en interne des solutions coûteuses, mettre beaucoup d'investissements technologiques dans des process lourds, dans des roadmaps IT qu'on sait longues et pénibles pour les banques, et il va pouvoir, à la place, s'entourer d'acteurs agiles, flexibles, innovants, qui vont pouvoir leur permettre, comme Pepernest par exemple, de faire des réductions de factures sur la dépense du logement et donc de répondre à des besoins bien spécifiques du client des banques. Alors, expliquez-nous justement comment ça fonctionne, votre service, et en quoi ça crée un nouveau service pour la banque. Oui, bien sûr. Alors, Pepernest, c'est une solution gratuite pour les particuliers qui permet de centraliser l'ensemble de votre dépense du logement, donc Internet, énergie, gaz, électricité, mobile, etc., sur notre plateforme unique, dans le but de comparer, résilier et souscrire des nouvelles offres plus intéressantes pour le client. Très concrètement, comment je fais alors, très je vous mets en contact avec mes prestataires. Ouais, alors juste pour finir la petite explication, donc on fait cette plateforme unique dans laquelle vous pouvez centraliser l'ensemble de vos contrats. Et dans ce contexte-là, en fait, nous on travaille en particulier avec les banques qui vont être prescripteurs de notre service. Très concrètement, on va se brancher en fait sur les données transactionnelles des clients des banques, éplucher leurs différentes dépenses, électricité, gaz, etc., et leur dire, ici, tu peux faire, a priori, une économie de temps. Si tu es intéressé... Donc, c'est à partir, en fait, des prélèvements automatiques ou des prélèvements, d'ailleurs, pas automatisés, que vous constatez sur le compte d'un individu, que vous pouvez lui proposer de faire des économies, de changer de prestataire. Exactement. Nous, on va être capable, en faisant tourner notre algorithme sur les différentes dépenses, de regarder le montant, le fournisseur, la récurrence des paiements, et de pouvoir proposer une estimation des économies que le client peut faire. Ensuite, et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de Pepernest, c'est que le client, s'il est intéressé, va pouvoir affiner cette estimation en renseignant d'autres informations, notamment ses données de logement, et pouvoir switcher vers des offres plus intéressantes en quelques clics directement sur Pepernest. Donc là, vous nous avez dit, c'est véritablement un nouveau service qui n'était pas jusqu'ici proposé par les banques, et vous nous avez dit que c'est un service gratuit. À partir de quand l'open banking, les nouveaux services de ces banques en ligne vont rapporter de la valeur sonnante et trébuchante ? Parce que finalement, dans le numérique, le modèle, c'est le gratuit. Est-ce qu'on ne voit pas les prix chuter de plus en plus dans le domaine ? Moi, je prends un autre exemple de partenariat open banking entre une banque et puis une fintech, où c'est un rapport win-win, c'est gagnant-gagnant pour la fintech, pour le client aussi, et puis pour la banque. Par exemple, nous, on a choisi de faire un partenariat, une alliance avec United, qui est un expert du digital sur la partie crédit. Ouais. Comment ça va se passer ? Donc dès cet été, on va avoir une nouvelle offre refondue complètement pour souscrire un crédit chez Orange Bank. Donc avant, je mettais 5 jours pour demander un crédit. Je devais envoyer mes pièces justificatives, mes relevés de compte, mon avis d'imposition. Demain, en même pas 6 minutes, je peux directement faire une demande de crédit et me connecter à ma banque traditionnelle, ma banque principale, qui est autre que Orange Bank, collecter directement mes données. Donc j'ai une vue budget, j'ai une vue sur le comportement du client, donc ce qui me permet d'un point de vue client de gagner du temps, ce qui me permet d'un point de vue banque d'avoir une vision plus précise, plus fiable, pas de faux documents, une vraie analyse du comportement du client, et ce qui me permet au bout du bout d'avoir multiplié par 2 mon taux de conversion, réduire mon risque de 30% et accepter davantage de clients, des clients que je ne connaissais pas, qui ont peu de preuves à me donner, les jeunes, les freelances, etc. Et quand j'analyse toutes ces données-là,
eh ben, le client il se retrouve gagnant parce qu'il peut accéder à des crédits avec un risque qui est bien mesuré, un taux préférentiel. La banque, elle gagne plus de business puisqu'elle elle autorise plus de clients à venir et devenir clients chez elle. Et puis la fintech qui fournit ces services-là est commissionnée par rapport aux ventes qui sont réalisées derrière. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on n'est pas forcément coincé dans ce modèle de la gratuité. Je pense que le modèle... On peut trouver de nouveaux modèles économiques. Le modèle de la gratuité, en tout cas pour Peppernest, il est essentiel. C'est garantir au client que gratuitement, il va pouvoir évaluer ses factures, centraliser l'ensemble de ses contrats et potentiellement faire des économies importantes, plusieurs centaines d'euros par an, et aussi gagner des longues heures de démarches administratives. Je pense que l'apport pour la banque, au-delà de la rémunération nette, c'est de pouvoir apporter un service qui va apporter plus de satisfaction à ses clients. Et puisqu'on sait que la satisfaction client, c'est un sujet cœur pour les banques, et puis un service qui va permettre d'attirer des nouveaux clients. Sujet pas facile, les relations entre les banques et leurs clients. Exactement. Et on s'aperçoit que notamment le Net Promoter Score, donc l'indice qui permet de calculer la satisfaction client chez les banques, est un vrai sujet sur lequel toutes les banques travaillent aujourd'hui. Comment elles peuvent demain améliorer leur Net Promoter Score ? Un des leviers, c'est de s'entourer justement de différents acteurs qui vont apporter plus de valeur à leurs clients, en dehors du champ traditionnel d'action des banques. C'est de la fidélisation, finalement, dans un monde plus concurrentiel. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. Les fintechs sont aussi considérés comme des concurrents. Hein. Donc, absolument, c'est pour ça que je dis c'est dans un monde de plus en plus concurrentiel. En même temps, on essaye de proposer de la fidélisation. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu que certaines banques, par exemple, préféraient acheter la fintech, l'absorber directement. Donc, c'était le cas de grandes banques qui ont absorbé des banques en ligne même, hein, qui ont absorbé des solutions d'agrégation de comptes, par exemple, ou des partenaires qui gèrent la personnalisation des comptes, ce qu'on appelle PFM, Personal Finance Management. D'autres banques ont choisi d'acheter des néobanques qui restent à côté, qu'ils laissent autonomes, hein, ou juste un ticket. Donc, en fait, on a quand même ce rapport de force où on a besoin de cet écosystème, parce que ce qu'on va chercher dans une fintech, c'est la sérénité, c'est l'agilité, c'est le côté focus client. Mais en même temps, on sait que ces fintechs sont un peu borderline d'un point de vue risque, conformité. Peuvent menacer certains modèles bien installés. Et voilà, donc on a besoin d'une régulation, enfin, on a besoin quand même d'une stabilité, que le régulateur soit aussi présent pour gérer ça. On a besoin aussi de conditions qui soient technologiques fiables. On a vu avec la DSP2 qu'il y a eu beaucoup de problèmes quand même avec nos partenaires, ne serait-ce que l'API qui n'était pas forcément de qualité, la bonne foi, la mauvaise foi dans les différents échanges. Donc c'est pas facile. Alors, vous avez travaillé chez Bain & Compagnie. Exactement, vous avez fait du conseil en stratégie. Vous avez travaillé auprès des banques à ce moment-là. Exactement. Et en fait, ça se passe comment pour bouger les banques sur le numérique ? Pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint Peppernest pour lancer l'offre bancaire, justement, c'est-à-dire développer l'offre spécifique de Peppernest, qui à la base est une plateforme en B2C pour tout et à chacun. Et j'ai décidé de rejoindre Peppernest pour lancer cette offre à destination des banques, justement parce que je me suis aperçu lors de mes missions en conseil en stratégie pour les banques qu'il y avait un vrai sujet sur la satisfaction client. Et qu'aujourd'hui, les banques qui sont en pleine transformation digitale, qui ont des lourdes roadmap IT, ont besoin de nouveaux leviers pour augmenter la satisfaction client et s'entourer d'acteurs qui vont directement répondre à des besoins vraiment très précis. Aujourd'hui, vous voyez, les prix de l'électricité explosent. Comment un conseiller bancaire va pouvoir accompagner son client là-dessus ? Très concrètement, en lui proposant... Ça change un peu le métier du conseiller bancaire, en l'occurrence. Justement, le conseiller bancaire va pouvoir en fait accompagner l'ensemble de ses clients sur les différents moments de vie, non simplement en lui proposant un crédit IMO, une assurance vie, etc., mais en lui disant, en étant prescripteur, et dire « Ok, tu as des dépenses d'électricité, d'internet, box mobile qui explosent, je te prescris d'aller voir Peppernest ». Et ce qui est très fort, c'est que les clients ont confiance dans leur banque en général. Donc, elles capitalisent sur cette confiance pour prescrire des services dans lesquels elles croient et qui vont apporter vraiment de la valeur ajoutée pour leurs clients. Je vais vous parler aussi de votre passé à vous, puisque vous étiez chez Carrefour en charge du digital et des offres bancaires. Dans ce domaine donc de plus en plus concurrentiel, où sont les principaux concurrents de la banque ? Alors, vous allez me dire chez les opérateurs mobiles. En fait, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux fintech, on pense beaucoup aux nouveaux arrivants, on pense à ceux qui viennent du retail, donc les Carrefour qui ont lancé leur propre activité bancaire. Mais là, c'était dans les années 80, hein, avec la première carte de fidélité. Avec les oui, mais ce sont les grandes enseignes de consommation et donc bien placées a priori. C'est ça, voilà. Et puis à chaque fois qu'on a un gros retailer, on a aussi la petite filiale financière qui est là aussi pour équiper en carte de crédit, en solutions financières. Mais en fait, le vrai défi qu'on a aujourd'hui,
en termes de banque, c'est soit se diversifier, soit se concentrer sur ce qu'on sait faire. Donc il y a plusieurs stratégies derrière. Il y a même des banques en ligne qui font des marketplaces. Et après, on regarde les fintechs avec beaucoup d'attention. C'est aussi nos partenaires dans l'écosystème. C'est aussi des concurrents directs ou indirects. Mais le vrai défi, c'est pas eux. C'est les GAFAM. C'est eux qui sont derrière tous ces sujets-là. Donc déjà, depuis le début, chez Carrefour, on identifiait de loin. On se disait Apple avec Apple Pay, Google Pay, ils viennent désintermédier. Tous ces nouveaux usages sur le paiement mobile, ils viennent en fait des GAFAM. C'est ça, désintermédiation. On le voit derrière, et ce qui nous pend au nez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le tourisme derrière, avec les voyagistes, les bookings, enfin les hôtels qui sont obligés de travailler avec les bookings. Voilà, donc c'est ça qui va se passer aussi. C'est aussi pour cette raison, je pense que les banques aujourd'hui n'ont pas le choix que d'embrasser vraiment l'open banking, puisque c'est finalement un de leurs seuls leviers pour aller en concurrence versus des acteurs comme les GAFA qui ont accès à toutes les données des clients, qui les commercialisent. Mais l'open banking, ça veut dire s'ouvrir aussi à eux. Alors, par exemple, chez Orange Bank, très tôt, on a choisi d'ouvrir et de proposer Apple Pay. Parce que on sait que ça fait partie des demandes. Comment faire autrement aujourd'hui? C'est une demande des clients, donc il faut les accompagner. Ouais. La DSP2, c'était un peu un mariage forcé entre entre les fintechs et puis les banques, mais on est obligé, pour aller plus vite, pour accélérer, pour répondre aux besoins des clients, de se doter d'un écosystème technologique, de partenaires qui sont à la pointe dans leur domaine. Et aujourd'hui, on ne peut plus se passer dans la publicité, dans la recherche. Au quotidien, j'utilise mon navigateur GPS et je ne peux pas me passer des GAFAM. Enfin, voilà, donc c'est un peu compliqué. Ils sont dans notre quotidien, il faut faire avec. Maintenant, il faut savoir les utiliser de manière intelligente. Et puis trouver un écosystème aussi européen. Il y a des initiatives qui sont lancées pour faire en sorte qu'on soit un peu plus indépendant. C'est là où les banques peuvent peut-être aider cet écosystème à se solidifier en Europe. Est-ce qu'elles jouent bien ce rôle-là ? Alors, je pense que les banques, bien sûr, essayent de jouer ce rôle-là, de construire chacun leurs propres écosystèmes. Et c'est vraiment la tendance qu'on voit. Hervé Bruckert disait que le mariage était un peu forcé quand même avec les fintechs, on sait. C'est un mariage forcé, mais en même temps, c'est un mariage qui va bénéficier à tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple quand même de travailler avec les banques ? Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles doivent soutenir cet écosystème ? Non. Mais franchement, pour parler avec mes pairs, tout le monde a conscience de ça. Donc, on travaille sur la qualité des API qui sont fournis. On joue le jeu parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est dans l'intérêt du client au bout du bout. Donc du coup, on répond à cet enjeu-là globalement dans l'intérêt final du client qui nous le rendra bien à un moment donné. Et donc c'est cet écosystème, cet équilibre à trouver entre innovation, sécurité, confiance, équilibre des jeux financiers entre les partenaires externes, les GAFAM et les fintechs qui fait que ça peut marcher. On n'a pas le choix. Et la régulation permet de faire tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui en France pour bouger cette banque ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais sujets sur la régulation et on pourrait en parler longuement. On peut en parler un peu quand même. Ça va pas assez vite, en fait, concrètement. Enfin, les usages des clients sont en avance. Ouais. La réaction des banques sont juste après. Et après viennent la régulation, les systèmes, sur quoi les ça bloque ? écosystèmes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas proposer ? Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut déjà profiter, c'est d'avoir récupéré, comme je vous disais, de se brancher sur les données de transaction des clients et récupérer déjà des informations cruciales qui nous permettent d'apporter de la vraie valeur. Demain, on pourrait imaginer d'élargir le nombre et le type de données qui peuvent être transmises aux acteurs tiers pour apporter encore plus de valeur plus facilement, mais tout cela forcément dans un cadre législatif qui doit être bien fixé et bien net. Mais si vous avez pu le faire sur certaines données, pourquoi pas sur d'autres ? En fait, il faut rappeler l'histoire. Donc ça a commencé avec l'open banking, ça a commencé quelque part avec la DSP2, c'est sur la partie paiement uniquement. Si je veux élargir avec les offres d'assurance, les offres d'épargne derrière, il faut le réglementer, comme on l'a fait pour la partie paiement. Ça n'existe pas encore. Donc ce qu'on appelle un peu l'open finance. Et ensuite, après l'open finance, il y a la smart data, l'open data. Et là, c'est tous les cas d'usage nouveaux à développer, à créer. Un coffre-fort électronique, les services publics aussi, pouvoir étudier mes prestations sociales, l'énergie, les transports, élargir à tous les secteurs et en faire quelque chose de commun. Et le client, lui, il n'a plus qu'à dire « Ok, j'accepte de partager mes données parce que j'ai un retour d'expérience client, parce que j'ai des nouveaux services, parce qu'on me le rendra bien en termes d'économie, en termes d'expérience client. » Donc l'étape après l'open banking, c'est le smart data dans la finance. Merci beaucoup à tous les deux, Victor Duboucher, directeur des partenariats bancaires chez Paipernest, et Hervé Bruckert, directeur marketing et expérience client chez Orange Bank. Merci beaucoup pour vos enseignements. On va continuer à parler de la donnée et de modèles économiques sous un angle plus politique avec Tariq Krim dans quelques instants.
Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. On parle ici d'innovation, de société numérique et toutes les questions que cela pose, des questions souvent politiques. Alors c'est l'heure de notre rendez-vous justement avec Tariq Rim, entrepreneur fondateur de CodeSouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. CodeSouverain.fr, nouvel espace de réflexion sur ces questions de souveraineté, mais pas seulement, plus largement de géopolitique et d'avenir du net finalement. Absolument. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette théorie du consumer surplus, le surplus du consommateur, ou comment, pour plaire au consommateur, finalement, on a inventé des modèles économiques qui sont devenus toxiques. Absolument. Alors déjà, peut-être parler de cette mécanique. Comment ça fonctionne, ce consumer surplus? Alors peut-être avant de rentrer dans cette mécanique, je vais peut-être raconter pourquoi soudain je me suis mis à penser, à réfléchir à cette question. Ok. Depuis des années, donc depuis que Uber, Lime, toutes ces plateformes existent, je les utilise. Et en général, le service était assez fluide, assez facile. Et puis un jour, j'étais en vélo, j'étais en train de traverser une rue. Un camion arrive et à ce moment-là, mon vélo se met en vitesse réduite. Et donc je pédale, j'essaie de traverser. Et j'ai finalement réussi sain et sauf à traverser la rue. Et je me suis posé cette question, c'est qui a eu cette idée? Et surtout, qui décide des endroits? Parce que quelques jours après, j'allais vers le Panthéon, une belle côte, comme on la connaît bien. Et là, pareil, le système se met, donc ça devient très compliqué. Donc la question, c'est comment un système qui était censé être fluide au départ s'est dégradé aussi rapidement, et surtout, qui prend les décisions? Et en fait, dans la théorie du consumer surplus, ce qui est fascinant, c'est qu'aux États-Unis, on se rend compte que le modèle Uber, Airbnb est à bout de souffle. Ça coûte moins cher de prendre un taxi. Aujourd'hui, pour prendre un taxi de New York à l'aéroport de Kennedy, ça coûte plus cher que de prendre l'avion de New York à San Francisco. C'est-à-dire que le prix est devenu complètement compliqué. On m'explique qu'une grande partie des gens qui faisaient des chauffeurs Uber sont maintenant dans la livraison, donc il n'y a plus de chauffeurs. Donc en fait, on a des systèmes... Alors on le voit aussi en France, effectivement, le Absolument. modèle est en difficulté. Alors sur les prix, je ne suis pas sûre que ce soit plus intéressant encore de s'en passer, mais on se rend compte, en fait, sent l'essoufflement. Ouais. C'est difficile d'avoir un Uber, c'est difficile de... En fait, on se rend compte que ces systèmes ont été pensés sur du très court terme. Et cette idée du surplus du consommateur, donc consumer surplus, c'est cette idée qu'en fait, les services ont subventionné un avantage pour le consommateur. Finalement... du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un chauffeur privé, avec un livreur à domicile, avec des hôtels, des appartements, finalement, comme les appartements qu'on nous prêtait, mais en fait disponibles en un clic. Et donc, toute cette valeur ajoutée qui a été créée pour le consommateur a été subventionnée essentiellement par les investisseurs. Et donc, on est dans un modèle qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le chauffeur ne gagne pas d'argent, la ville a l'impression de se faire avoir, les investisseurs ont aussi maintenant l'impression de se faire avoir. Et la société, puisque quand on regarde Uber n'a jamais été profitable plus d'un an de suite. C'est-à-dire qu'ils ont encore un problème de business model. Ils sont en train d'évoluer. Maintenant, ils veulent devenir une super app, donc un espèce de hub pour gérer les choses. On voit que les entreprises de livraison à domicile, ça ne fonctionne pas. On m'a expliqué qu'une course, quand on commande une course à livraison rapide, ça coûte 30 €. Même si on commande juste une boîte... Une canette de soda. Oui, ou une boîte de moutarde. C'est le nouveau produit de luxe maintenant. Oui, c'est vrai. Ça devient difficile, la moutarde. Et donc, en fait, on a un modèle qui ne fonctionne pas. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est le modèle sur lequel tout le monde souhaite, en fait, que tout le monde adule et que tout le monde veut copier. Y compris l'Europe. Exactement. Et là où c'est inquiétant, c'est que non seulement tous les VC ont englouti énormément d'argent pour faire plus ou moins la même chose, mais en France, l'État a subventionné d'une certaine manière ce surplus consommateur à travers la BPI, à travers les valorisations dithyrambiques de certaines startups dont on voit aujourd'hui qu'elles ne sont pas très solides. On a recruté énormément de main-d'œuvre. On se met dans une situation politique intenable parce que si demain, toutes ces plateformes quittent, elles ne quitteront pas Paris, elles ne quitteront pas Marseille, elles ne quitteront pas Lyon. Et si elles quittent Annecy, Grenoble, toutes ces petites villes, en fait, tous ces gens qui avaient des boulots se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et donc, on a un problème politique assez et important. Vous allez jusqu'à parler de gouvernement surplus. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, cette idée de tout faire pour le consommateur au-delà du raisonnable, c'est-à-dire que ce qui est inquiétant en fait, dans ce modèle, c'est que ce n'est pas un modèle long terme. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ça a été un outil de croissance. D'ailleurs, ce n'est pas un outil nouveau, puisque dans les années 90, pour ceux qui se rappellent, un jour, une société qui s'appelait Hotmail a dit l'email, ça coûte de l'argent, ça coûte du stockage,
on va le faire gratuitement. Ça a été racheté par Microsoft, ensuite Google a fait la même chose, et puis des années après, l'email est gratuit, mais on va espionner tout ce que vous faites, analyser tout ce que vous faites, on va attacher votre compte à d'autres choses, on va vous loquer dans un écosystème. Donc ces modèles, sur le long terme, ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on a suffisamment de recul. On a pratiquement 15 ans à Uber, c'était 2009. Et pourtant, on continue à aller dans cette direction. Et pourtant, Et en quoi le gouvernement serait un gouvernement surplus aussi actuellement? En fait, on a la même doctrine qui s'est mise en œuvre d'une certaine manière. C'est quand certaines personnes parlent d'ubériser l'État... C'est trop de financement par la BPI, par la Caisse des dépôts sur ce modèle Non, mais aujourd'hui. c'est l'idée en fait que si on veut on va utiliser la technologie pour donner entre guillemets plus de services aux utilisateurs avec moins de fonctionnaires, parce que maintenant on explique qu'on est capable de faire ce gap. Ça fonctionne pas. On a construit une bureaucratie kafkaïenne. On est presque dans le film Brasil, le vieux film Brasil. Et puis surtout, on est dans un système où l'État s'appauvrit, c'est-à-dire que d'une certaine manière, comme on ne sait plus faire tout ça, on outsource, ce qu'on avait avec le Health Data Hub, on rend opaque. Par exemple, pour moi, Parcoursup a rendu opaque la méritocratie. Personne ne sait comment ça fonctionne. Et en même temps, on a l'impression que ça fonctionne exactement comme avant, mais on a utilisé l'algorithmie pour plus ou moins expliquer que si vous êtes né dans les mauvais quartiers, de toute façon, vous aurez peu ou pas d'université. Et donc, cette idée qu'on va à la fois utiliser la technologie pour simplifier, qu'on va amener énormément de valeur à l'utilisateur, qu'il soit un utilisateur commercial ou un usager, parce que c'est la terminologie, de service public, est en fait une problématique parce que sur le long terme, toute cette méthodologie ne fonctionne pas. Et alors, quel serait le modèle de rechange qui aurait votre préférence, Tariq Ribh? Déjà, moi, je pense que ce qui est triste, c'est qu'on est 15 milliards de la French Tech, une grande partie, déjà, s'est évaporée en fumée avec la crise et probablement avec l'inflation, mais qu'on aurait dû investir ça dans ce qu'on appelle la deep tech, mais que j'appelle personnellement la technologie, donc l'innovation technologique. Oui. Mais également réfléchir sur des problématiques long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille à 3-4 ans. Or, pour l'État, on travaille à 15, 20, 50 ans. Quand on a un système de néobanque où on ne s'adresse qu'à des jeunes qui utilisent un smartphone, c'est facile. Dès qu'on doit utiliser des personnes plus âgées, des personnes qui ont des problèmes, des gens qui n'ont pas forcément une littératie numérique, ça devient plus compliqué. Et donc, la question, c'est qu'il va falloir remettre en cause ce modèle du surplus consommateur pour adresser des problématiques plus long terme et réinventer le numérique autour de ça. Merci beaucoup Tariq Ribh, fondateur de codesouverain.fr où on peut poursuivre la réflexion avec vous. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous suivre fidèlement en podcast, en replay sur les réseaux sociaux et puis évidemment à 11h on est en direct sur la chaîne Bismart tous les matins. À demain.